Bonjour. Dans le monde de Marvel, il y a plusieurs équipes majeures. On a par exemple les Avengers, qui sont bien connus pour avoir été adaptés pendant 16 ans au cinéma, et qui sont surtout représentés par Iron Man et Captain America. Mais on a aussi les X-Men, qui sont connus pour avoir été adaptés depuis l'année 2000 au cinéma, et qui sont eux représentés par Xavier, Cyclope, Wolverine, Tornade ou encore Jean Grey. Bon, et je sais qu'il y a aussi les Fantastic Four, mais à mes yeux c'est plus une famille qu'une véritable équipe. Et puis de toute façon ce n'est pas d'eux dont j'ai envie de parler, mais bel et bien des X-Men. Moi c'est Flavien et vous êtes sur la chaîne Comics du Prof dans laquelle on va parler aujourd'hui de 13 faits autour des X-Men. Des anecdotes, des informations qui seront parfois évidentes pour ceux qui ont lu les comics, mais parfois un petit peu moins connues aussi. D'ailleurs en fin de vidéo n'hésite pas à me dire combien de ces 13 faits tu connaissais et à me donner d'autres anecdotes si jamais tu en connais. Mais avant de commencer, si ce format te plaît, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines publications. Et sur ce, on est parti. Ce dont je vais vous parler va prendre place en 1963. Mais pour bien tout comprendre, revenons quelques années en arrière. Martin Goodman, éditeur de Marvel, avait décidé de fermer son propre réseau de distribution pour signer avec American News, qui était alors le plus grand distributeur de périodiques. Malheureusement pour lui, American News fait l'objet de poursuites et déclare faillite. Martin Goodman ne peut plus éditer de comics et décide de se rapprocher d'Independent News, une branche de National Periodic Publication, aujourd'hui connue sous le nom de DC Comics. Independent News accepte Martin Goodman comme client, mais décide d'imposer une limitation à 8 sorties par mois. Et ils ne font pas ça pour rien. Martin Goodman est connu pour inonder très rapidement le marché de contrefaçon de ce qui fonctionne et d'annuler tout lorsque le public commence à se lasser. Il vise l'argent à court terme, mais Independent News ne veut pas fonctionner de cette manière. Il a donc le droit à 8 comics par mois, et va décider de sortir 16 comics bimestriels. C'est à cette époque qu'il publie les Fantastic Four, une équipe de super-héros qui fonctionne très bien rapidement. On arrive donc en 1963, les ventes sont très bonnes et Martin Goodman obtient l'autorisation de sortir 2 nouveaux titres. Et l'un d'eux, ce sera les X-Men. Mais alors, pourquoi je parle de copie des Fantastic Four ? Eh bien car Goodman, fidèle à son mode de fonctionnement, va décider de faire des copies de ce qu'il marche dans ses séries. Et parmi les séries qui marchent chez lui, il y a les Fantastic Four. Il demande alors à Jack Kirby et à Stan Lee de lui proposer un comics inspiré des Fantastic Four. Et les deux artistes s'exécutent. Les membres de l'équipe porteront tous un costume identique, comme celui des Fantastic Four. La Bête ressemblera à la chose, Iceberg aura des pouvoirs contraires à ceux de la Torche, Cyclope et le professeur Xavier auront des points communs avec Mr. Fantastic, et Magneto se rapprochera de Doom, l'antagoniste des Fantastic Four. On a donc bien à l'origine une copie des Fantastic Four. Certes, les auteurs ont réussi à leur donner une identité propre, à leur donner une voix propre pour qu'ils puissent perdurer dans le temps, mais à l'origine, ce n'était qu'une copie. Suite à leur création, les X-Men se vendent correctement. Cependant, en 1969, et malgré un regain de vente grâce à Roy Thomas et Neal Adams qui vont amener Havok, Polaris et aussi le Hurleur parmi les X-Men, Marvel juge les ventes insuffisantes et il les annule les X-Men au numéro 66. À cette époque, les X-Men sont sur le point de disparaître. Sans nouvelles histoires, les personnages ne vivent plus et si quelques numéros ressortiront en continuant la numérotation, eh bien en fait ce seront des rééditions d'histoires déjà parues. Et à l'époque, le phénomène n'était pas rare. Si une série ne vendait pas, elle était tout simplement annulée et remplacée par une autre. Comme à l'origine, les X-Men étaient simplement une copie des Fantastic Four, c'était pas très étonnant de les voir partir du magazine dès que les ventes ont commencé à baisser. Heureusement, tous les artistes ne les ont pas oubliés, et c'est pour ça qu'en 1975, ils ont réussi à revenir. En 1974, Stan Lee et Roy Thomas, éditeur en chef et éditeur chez Marvel, sont en réunion avec Al Lando, un éditeur qui, d'après Roy Thomas, dirigeait une société distincte vendant des comics Marvel à l'étranger. Et c'est lors de cette réunion que le retour des X-Men va être décidé. En effet, lors de celle-ci, Al Lando va proposer d'écrire un comics réunissant des super-héros de différents pays afin de vendre encore mieux leurs comics à l'étranger. Roy Thomas n'est pas totalement d'accord, mais il y voit une occasion. Depuis quelques années, il veut faire revenir les X-Men. Et là, ça serait le moment parfait. Le projet est validé et va prendre quelques mois à se lancer. C'est ainsi Len Wein qui en aura la charge. Il va alors utiliser des mutants étrangers qui sont déjà présents chez Marvel, avec le Hurleur, Sunfire, ou encore sa propre création, Wolverine. Il va aussi créer Tornade, Colossus, Thunderbird et Diablo. Les X-Men sont de retour et à partir de 1975, leur popularité va gagner en puissance, allant même jusqu'à devenir une des séries phares de chez Marvel. Et c'est assez fascinant de voir comment, en quelques années, on peut passer de l'arrêt total et de la disparition à un succès fracassant. Les X-Men ont des super pouvoirs. Jusque-là, vous allez me dire rien d'extraordinaire.
Oui, certes, mais comment leurs costumes résistent à leur pouvoir? Comment les vêtements d'Iceberg font pour ne pas congeler? Ou comment Kitty fait pour garder ses vêtements lorsqu'elle traverse un bâtiment? Eh bien, dans le Giant Size X-Men, le professeur Xavier nous apprend que les combinaisons sont conçues par Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques. Elles sont composées de molécules instables qui permettent aux tenues de s'adapter, et on n'a donc pas besoin de retouches, et chaque costume va parfaitement à celui qui le porte. Après, comment fonctionnent exactement ces molécules instables? On n'en sait rien. Mais dans ces années-là, dans les comics, une morsure d'araignée radioactive te donne des pouvoirs. Donc il ne faut pas s'attendre à une très grande rigueur scientifique de ce côté-là. Stan Lee et Jack Kirby sont les créateurs des X-Men, et aussi des monstres qui ont marqué l'industrie des comics de leur passage. Seulement, s'il y a bien un scénariste qui a porté les X-Men au plus haut et a mis en place des éléments qui sont indissociables des mutants de Marvel aujourd'hui, c'est bien Chris Claremont. Il est arrivé en 1975 pour le Uncanny X-Men 94, donc le numéro qui fait suite à la relance des X-Men dans le Giant Size X-Men. Il ne va plus lâcher la série jusqu'en 1991, soit près de 16 ans d'histoire, ce qui est colossal dans le monde des comics. Et plus particulièrement chez Marvel et DC, où les scénaristes et dessinateurs changent finalement très régulièrement. Mais en plus de cela, il est aussi à l'origine de la série New Mutants, la série Excalibur et la série Wolverine. Il aura alors un contrôle créatif important sur les séries mutantes, et avec ses dessinateurs, il va construire de nombreux personnages et de grandes sagas qui vont venir définir ce que sont les X-Men. Seulement en 1991, les origines de Wolverine sont narrées par Barry Windsor Smith, alors que lui-même avait une autre histoire en tête. De plus, Jim Lee, le dessinateur star que lui a imposé Marvel, prend de plus en plus de place. C'est pourquoi, après le numéro 3 de la nouvelle série X-Men, il quitte finalement le titre. En janvier 1980, Chris Claremont introduit un nouveau personnage, Kitty Pryde, une jeune mutante capable de traverser ce qu'elle souhaite ou de marcher sur l'air. Le dessinateur de l'époque décide pour son design de la rapprocher de Sigourney Weaver, en plus jeune, et l'anecdote aurait pu s'arrêter là. Le personnage est inspiré d'une actrice, et c'est tout. Mais en 1981, le personnage doit s'affirmer, il doit prendre plus de place dans la série X-Men. Elle est en effet en phase d'apprentissage depuis un moment, et c'est pourquoi, dans cet épisode, les artistes vont décider de la confronter seule à un danger capable de la tuer. Tous les autres membres du manoir s'en vont, et laissent Kitty seule dans la bâtisse. Le souci, c'est qu'un démon est arrivé dans notre monde, et se retrouve au manoir des X-Men. Ce démon, il a une forme très proche du xénomorphe d'Alien. Le numéro va donc proposer un huis clos dans lequel Kitty va devoir utiliser ses pouvoirs et son intelligence pour se débarrasser de l'alien et survivre, prouvant qu'elle a tout pour rejoindre la cour des grands. Et puis bon, surtout ça permet à l'équipe créative de proposer leur vision de l'affrontement qu'ils ont vu au cinéma. Bon, et là on va encore revenir au numéro de Giant Size X-Men, parce que le professeur Xavier a repéré un mutant sur une île qui s'appelle Krakoa. Il y envoie donc ses X-Men, mais ils finissent capturés. C'est pourquoi il crée une équipe de secours, composée des nouveaux X-Men, qui arrivera à comprendre que le mutant est l'île elle-même, et qu'elle se nourrit de leurs essences vitales. Ils arriveront à libérer les anciens X-Men et à projeter l'île entière dans l'espace. Et après tout, pourquoi pas? Bon, et puis si on veut rester dans l'improbable, l'île aurait réussi à obtenir une conscience suite à des essais nucléaires qui auraient eu lieu juste à côté d'elle. Suite à ça, l'île mutante reviendra et sera principalement utilisée par Jonathan Hickman à partir de l'ère de Krakoa. Elle servira de lieu d'habitation et de ressources premières de la nation mutante en échange d'un faible don d'énergie vitale de tous les mutants présents sur l'île. On apprendra aussi qu'elle a été divisée en deux et qu'une autre partie de l'île, nommée Arakko, se trouve sur un autre plan d'existence et qu'elles vont finalement réussir à se retrouver. Mais plus important, elle va créer des fleurs qui, bien utilisées par les mutants, vont leur permettre de s'affirmer sur le plan géopolitique. Lorsque Jonathan Hickman sort la série House of X Powers of Ten, il vient redistribuer les cartes pour l'univers géopolitique de Marvel. Magneto et Xavier forment ainsi une nation mutante. Ils inventent un langage, accueillent tous les mutants sans distinction qu'elle soit, forment un nouveau gouvernement, le Conseil secret, et s'imposent comme une nouvelle puissance géopolitique. Pour cela, ils vont s'appuyer sur les ressources naturelles de Krakoa. En effet, les fleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure permettent aux mutants de créer 2 médicaments, dont ils ont le monopole. Le premier permet aux êtres humains d'augmenter leur durée de vie, et l'autre de guérir toutes les maladies. Et le Conseil secret, ayant conscience de ce monopole, n'accepte de vendre ces médicaments qu'aux nations qui les reconnaissent en tant que nations véritables. Et Jonathan Hickman, le scénariste à l'origine de tout cela, va également penser à étendre encore plus l'influence des X-Men, en utilisant le Club des Damnés, d'anciens ennemis des X-Men, qu'il va utiliser comme une société devant permettre de proposer leurs produits sur le marché noir afin de rentabiliser encore plus la matière première des mutants. Enfin, Magneto viendra mettre les choses au clair avec les autres dirigeants du monde. Les mutants ont retenu la leçon,
et ils vont maintenant combattre avec les méthodes humaines. Grâce à leur monopole, ils vont s'enrichir, racheter les entreprises, des terres, des écoles, guider petit à petit le monde à les accepter et, grâce à leur influence, isoler politiquement leurs opposants jusqu'à ce que l'être humain ne puisse plus rien contre eux. Une menace extraordinaire qui montre que les mutants jouent dans une toute autre cour. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Magneto... Magneto est le premier ennemi des X-Men, et il les affrontera à plusieurs reprises. Seulement, il reste un vilain assez classique qui veut contrôler le monde. Pour les mutants, mais aussi par haine pour les humains. Et à part un possible complexe de supériorité, aucune autre raison ne nous est donnée. Enfin, jusqu'à un certain numéro écrit par Chris Claremont qui va faire passer le vilain de vilain très classique à un personnage tragique. Dans ce numéro, il demande à tous les pays de se séparer de leurs forces de dissuasion, où ils en subiront les représailles. Il explique alors que, débarrassés de leurs arsenals, ces nations ne seront plus une menace pour les mutants, et l'argent pourra en plus être investi dans les soins, l'éducation, ou pour lutter contre la pauvreté. Lui obéir et se soumettre rendrait ainsi le monde meilleur. En échange de la liberté, il offre la paix et la prospérité. Cependant, les X-Men vont venir dans son repère pour l'arrêter, et c'est Kitty Pryde, qui a alors 13 ans, qui va faire échouer le plan de Magneto en détruisant ses ordinateurs. Magneto, fou de rage, va s'en prendre à elle et manque de la tuer. En comprenant qu'il ne s'agit que d'une enfant, il s'arrête et explique à Tornade ses agissements. Ayant vécu l'enfer des camps dans les années 40, il avait à cœur de protéger son peuple, et en particulier les jeunes. Seulement, aveuglé par la haine, il ne s'est pas rendu compte qu'il allait, lui aussi, impliquer et détruire la vie d'innocents. Il se comporte comme ceux qu'il cherche à combattre. Avec de meilleures motivations, certes, mais les méthodes sont les mêmes. Il abandonnera alors le combat, mais Magneto vient d'entrer dans la catégorie des vilains les plus intéressants du monde des comic books. Si l'histoire des X-Men les met souvent aux prises avec d'autres mutants ou avec des humains qui ne leur veulent pas du bien, il y a aussi tout un pan de leurs histoires qui prennent place dans l'espace. Et l'une de ces histoires aura lieu lorsque Xavier captera le message télépathique de Lilandra, la sœur de Daken, empereur des Shi'ar. Celle-ci arrivait sur Terre afin de trouver de l'aide pour contrer son frère, qui menace l'existence en essayant d'utiliser un pouvoir dangereux, abrité dans un cristal. Elle est malheureusement capturée puis ramenée jusqu'à son frère. Le professeur Xavier envoie ses X-Men au secours pour sauver l'univers, et Lilandra revient sur Terre en attendant de savoir si elle peut prendre la place de son frère, qui n'est plus apte à gouverner. Hébergée par le professeur Xavier, une idylle va naître entre les deux, Xavier allant même avec elle sur sa planète lorsqu'elle deviendra l'impératrice des Shi'ar, la Majestrix. Par la suite, leur relation va connaître des hauts et des bas, notamment avec la condamnation de Jean Grey dont on va parler tout à l'heure, mais aussi la tentative de Lilandra de tuer Charles Xavier. Certes, c'est suite à un contrôle mental, mais tout de même. Mais en tout cas, on peut retenir que Charles Xavier a été en couple avec une impératrice galactique. C'est plutôt classe quand même. Être X-Men, c'est dangereux. Entre Magneto, Apocalypse, les Sentinelles, Wanda qui fait n'importe quoi et tous les autres vilains de l'univers Marvel, il faut dire que les façons de mourir sont plutôt nombreuses. Alors qui est le premier X-Men à être mort? Bien, cet honneur revient à Thunderbird, un des tout nouveaux X-Men créés pour la relance de la série en 1975. Natif américain, agressif et sans pouvoir très marquant, John Proudstar ne brille pas vraiment dans la série. C'est pourquoi très rapidement les artistes vont décider de le faire mourir. Pour cela, à la fin d'un combat avec un vilain, ce dernier s'enfuit en avion. Mais Thunderbird ne veut pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Il monte sur l'avion et entreprend de le détruire à main nue. Le hurleur et le professeur Xavier vont l'avertir qu'il risque sa vie, mais il s'acharne et finit par faire exploser l'avion avec lui, ce qui l'entraînera dans la mort. Pas la meilleure des morts, certes, mais une mort qui correspond bien à l'époque. Le personnage meurt parce qu'il ne vend plus, parce qu'il n'est pas très intéressant et que les scénaristes n'en ont pas besoin. Il est donc important de le faire partir rapidement pour laisser la place aux personnages qui comptent vraiment. Dans la fin des années 80 et le début des années 90, le marché des comics est en pleine bulle spéculative. Les comics de l'âge d'or se vendent de plus en plus cher et les comics spéciaux qui sortent actuellement se vendent de plus en plus cher, les acheteurs espérant que le prix de ces numéros explosera lui aussi dans quelques années. Pour capitaliser sur cela, Marvel et DC vont sortir des couvertures brillantes ou en relief, mais ils vont également capitaliser sur les couvertures variantes. Et si tu ne sais pas ce que c'est une couverture variante, il faut savoir qu'aux États-Unis, les comics sortent sous ce format-là, le format floppy, le format issue. Dessus, tu as une couverture, mais tu peux avoir le même numéro, le même contenu, avec une couverture différente d'un autre artiste, ou tout simplement avec une autre composition. Tu as donc la couverture classique et les couvertures variantes qui peuvent être plus ou moins rares. En effet, si le libraire passe par exemple commande de 50 numéros, il aura le droit à une couverture variante spécifique qu'il pourra donc vendre bien plus cher. Un véritable piège à fric
pour les collectionneurs qui vont donc essayer d'avoir le plus de couvertures rares, belles ou tout simplement qui peuvent prendre de la valeur pour les revendre plus tard. Mais ici Marvel va faire encore plus fort que ce qui s'était fait jusqu'à présent. Ils vont annoncer une nouvelle série X-Men qui sortira en 1991 et qui sera écrite par Chris Claremont et dessinée par le dessinateur star Jim Lee. Et pour fêter l'événement, ils ne vont pas sortir qu'une ou deux couvertures variantes. Non, ils vont sortir 4 couvertures variantes de Jim Lee qui, mises l'une après l'autre, forment une grande frise. Et pour encore plus capitaliser sur cela, ils vont proposer une couverture collector avec une couverture qui se déplie pour représenter la frise de Jim Lee. Les acheteurs vont se ruer sur toutes les couvertures variantes en espérant que celles-ci prendront de la valeur plus tard. Il y en a même certains qui vont acheter plusieurs fois chacune des couvertures variantes, ce qui va faire exploser les ventes de X-Men 1. X-Men 1 qui reste à ce jour le comics le plus vendu de tous les temps. En 1980, les X-Men sont écrits par Chris Claremont et dessinés par John Byrne. La série gagne en popularité et le duo est en train d'écrire un arc narratif qui va marquer durablement le monde des comics. Mais l'histoire aurait pu être bien différente de celle que l'on connaît. Depuis quelque temps, les pouvoirs de Jean Grey ont gagné en puissance et elle éprouve un plaisir malsain à s'en servir. La situation reste stable, mais tout va changer lorsque le Club des Damnés va réussir à prendre le contrôle de l'esprit de Jean Grey. Elle parviendra à se libérer de leur emprise, mais peu à peu, elle perdra le contrôle de ses pouvoirs et s'envolera alors loin de la Terre. Dans l'espace, elle absorbera l'énergie d'un soleil, ce qui va entraîner sa destruction et celle des planètes alentours. Et parmi elles, une des planètes était habitée. Et enfin, elle va finir par détruire un vaisseau Shi'ar. Elle sera stoppée par les X-Men et redeviendra Jean Grey. Cependant, Lilandra et l'Empire Shi'ar ne comptent pas laisser passer de tels crimes, et ils la condamnent à mort. Un défi est lancé par le professeur Xavier pour tenter de sauver sa protégée, mais Jean Grey, au cours de l'épreuve, se donne la mort pour éviter de perdre le contrôle à nouveau. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée de manière officielle. Mais à l'origine, toute la partie avec Lilandra n'existait pas. Xavier devait retirer l'alter ego maléfique de Jean Grey et les histoires pouvaient continuer comme si de rien n'était. Cependant, en voyant cette fin sur son bureau, Jim Shooter, alors éditeur chez Marvel, va décider que ce n'est pas possible. Elle ne peut pas s'en tirer. Jean Grey a détruit une planète entière avec sa population. Elle doit payer pour ses crimes. Elle ne peut pas redevenir une X-Men. Les deux créatifs et l'éditeur vont donc devoir trouver une solution très rapidement pour se sortir de l'impasse. Et pour ça, ils n'ont que quelques jours, car bientôt le numéro doit être dessiné pour pouvoir sortir dans les temps. Et c'est pourquoi ils vont finalement décider de la faire mourir. Et dans une discussion qu'on peut retrouver dans le format épique de chez Panini Comics qui revient sur la saga du Phénix Noir, les auteurs et les personnes concernées par cette saga sont assez d'accord sur le fait que finalement, ils auraient peut-être pu trouver mieux s'ils avaient eu plus de temps. Cependant, cette histoire marque les X-Men et reste l'une de leurs histoires les plus cultes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, je pense. Derrière les héros que l'on connaît tous et que l'on apprécie, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour les faire vivre. Tout n'est pas bon, certes, et le marketing est toujours présent. Cependant, je trouvais toujours fascinant comment des coïncidences, des deadlines, des volontés commerciales nous en racontent presque autant sur les récits que l'on aime que les récits en eux-mêmes. À quel point ces petites histoires s'intègrent dans des histoires plus humaines, mais tout aussi passionnantes. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire combien de ces 13 faits tu connaissais, et si tu les connaissais tous, ou même si tu as d'autres anecdotes, partage-les en commentaire. Et puis si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. C'était Flavien pour la chaîne Comics du Prof, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.